Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce débattons-en organisé par J'aime en débat et le pôle Actu et Débat dans le cadre de la semaine J'aime en débat. Donc, le thème du jour est particulièrement d'actualité puisqu'il revient très régulièrement sur la table. Ainsi, pendant une demi-heure, nous allons aborder la notion de liberté d'expression avec la question suivante: quelle liberté d'expression aujourd'hui? Et pour évoquer ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir cet après-midi Madame Émilie Chalas. Madame Émilie Chalas, bonjour. Vous êtes députée de la troisième Bonjour. circonscription de l'Isère et membre de la République En Marche. Diplômée dans le domaine de l'aménagement du territoire, puis ayant été reçue au concours de la fonction publique territoriale en tant qu'ingénieur territorial. Notre sujet du jour est donc la liberté d'expression. Revenu sur la table lors des événements tragiques à propos de Samuel Paty, mais aussi à propos de la loi sécurité globale, la liberté d'expression n'en a pas fini de faire couler l'encre. Différente d'un pays à un autre, la France est souvent présentée comme le pays de la liberté d'expression, mais aujourd'hui encore, la liberté d'expression semble menacée et a du mal à définir ses limites. Donc, tout d'abord, Madame Émilie Chalas, vous avez dénoncé la fresque de Gouin sur un mur de Grenoble l'année dernière, intitulée KKK Pop, qui représente un policier américain coiffé d'une cagoule du Ku Klux Klan. Cette réalisation a en effet suscité le débat, symbole de la liberté artistique pour les uns, inappropriée pour les autres. Cette controverse semble montrer les limites de la liberté d'expression. Donc, pour vous, où s'arrête cette liberté d'expression? L'adage dit que la liberté d'expression ou la liberté tout court s'arrête là où commence celle des autres. Donc, la liberté d'expression n'autorise pas tout, même si elle est constitutionnelle et qu'elle fait partie des blocs de loi, j'allais dire, supérieurs et qui englobent tout le reste des lois françaises. Alors, la liberté d'expression, il n'y a pas un texte de loi qui la définit. C'est qu'un peu comme un gruyère, il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, on l'a vu dans sécurité globale, on le voit aussi dans les questions d'état d'urgence suite aux attentats. Donc, on voit bien que c'est un concept, c'est à la fois une valeur constitutionnelle de notre démocratie et c'est un concept en droit qui reste flou. Et c'est d'ailleurs le rôle de la justice lorsqu'il y a litige que de trancher si oui ou non on est dans le respect de la liberté ou si on la dépasse, si on dépasse les lignes. La liberté d'expression, c'est pour ça que c'est si précieux en France, c'est la base du débat démocratique. Chacun a le droit de donner son opinion sur tout. En France, sur tout. Y compris, on y reviendra, j'imagine, la liberté de blasphémer. Donc, je crois que c'est quelque chose de très important et qu'il faut que l'on entende et que tous les débats qui nourrissent cette fameuse définition ou la ligne où se positionne la fin de la liberté d'expression par rapport au respect de l'autre et où est-ce qu'elle peut s'étendre. Et heureusement que rien n'est tranché, parce que ça ne doit pas être un sujet qui doit être tranché. Tout doit être toujours discuté en fonction de l'époque, en fonction des circonstances et des cas d'espèce, pour, j'allais dire, que chacun puisse bénéficier le plus possible de cette liberté. Si on vient à encadrer quelque chose de façon très stricte, très vite, chacun d'entre nous eh bien, aura à un moment cette ligne rouge qui viendra s'opposer à la fameuse liberté d'expression. Donc la latitude et le flou est, je crois, bénéfique à la liberté d'expression. Je peux peut-être dire un mot sur l'exemple que vous avez pris sur la fresque artistique parce que il me semble que c'est un tout petit peu décalé par rapport à ce sujet. Moi, mon propos sur la fresque de Gouin qui a été faite à Grenoble, d'abord, c'était la deuxième fresque qu'il faisait, donc il y a eu une répétition, mais ce n'est pas la liberté artistique que je critique dans mon positionnement vis-à-vis de cette fresque. C'est que la liberté de condamner des policiers ou de porter un jugement dans le cadre d'une liberté artistique et une liberté d'expression, ça, je le conçois. En revanche, que des finances publiques financent un message artistique qui condamne d'un seul bloc les policiers, moi, me gêne profondément. Il y a la liberté artistique d'un côté et il y a ce que peut ou pas, à mon sens, financer une collectivité. Le fait que la ville de Grenoble finance cette fresque n'est pas illégal. Par contre, elle rapporte effectivement à ce débat sur la liberté d'expression et ce que peut financer une collectivité. Donc, je trouve que ce sujet-là est un tout petit peu décalé par rapport à la liberté d'expression en propre. Oui, justement, c'était pour avoir une notion peut-être un peu plus large et aborder différents thèmes de cette liberté d'expression. Et Tout à fait. du coup, vous avez dit que du coup, la loi était plutôt floue sur cette liberté d'expression.
Mais qu'en est-il exactement? Quels sont les dires de la loi à ce propos? Alors, en l'occurrence, on a le droit de tout dire. C'est-à-dire que c'est un arsenal juridique qui est absolu. On a le droit de tout dire, sauf, et en fait, c'est un droit par l'interdiction, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et je vous liste les choses qui vous parleront, c'est assez facile de le comprendre, sauf l'injure. On n'a pas le droit d'injurier l'autre publiquement, sauf la diffamation, c'est-à-dire de raconter des mensonges en faisant croire que c'est vrai à propos de quelqu'un, la provocation aux crimes et délits, ou encore les outrages. Voilà, ça c'est vraiment l'outrage, c'est surtout par rapport à la fonction d'une personne, notamment sur les policiers, sur les élus, etc., les juges, les magistrats, les enseignants, tous ceux qui ont un statut en fait public. Donc, en dehors de cela, de ces interdictions-là qui sont calées dans la loi de façon très stricte et dont la jurisprudence est relativement constante, tout le reste peut être dit. C'est ça qui est formidable dans la liberté française. D'accord, parfait, parfait pour votre réponse. Mais justement, parfois, nous ne devons pas limiter ces excès dans la liberté d'expression, notamment sur Internet. Par exemple, en février dernier, M. Emmanuel Macron déclarait lors du grand débat Je ne veux plus d'anonymat sur les plateformes Internet et j'aimerais connaître votre avis dessus, justement. Est-ce une forme Oui, peut-être pas de réprimande, mais de contrainte à cette liberté d'expression ou est-ce totalement nécessaire qu'elle continue pour qu'elle continue d'exister sur Internet? alors ce qui est formidable avec ce principe de la liberté d'expression, c'est qu'elle évolue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les époques. Et aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, depuis plusieurs années, on voit bien le déchaînement de haine sur Facebook, sur Twitter, ou etc., pour ne pas les citer. Et finalement, on se rend compte que notre loi encadre assez mal ces réseaux qui ont euh, quelque part à la fois l'opportunité, mais aussi le vice, c'est les deux à la fois, d'être anonyme. Quand on ne veut pas mettre son nom, on prend un avatar et puis on dit ce qu'on veut. Or, avant que les réseaux sociaux existent, de façon dématérialisée et numérique, eh bien, le débat était public ou dans la presse et on n'avait pas vraiment de couvert anonyme, donc, ou très rarement. Là, ça a systématisé l'anonymat et ce qui a libéré, si vous voulez, une espèce de violence inhérente à la société, systémique, sociologique, etc., et qui s'exprime de façon encore plus virulente parce qu'on est protégé par l'anonymat. Donc, on a essayé de l'encadrer avec la loi Avia en 2020, justement. Eh bien, figurez-vous que cette loi qui a été votée au Parlement a été en fait annulée par le Conseil constitutionnel qui a défendu contre le texte que nous avions voté dans notre majorité, a défendu la liberté d'expression en expliquant que c'était les dispositifs de signalement des internautes portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Donc, vous voyez que cet équilibre, cette fameuse ligne, elle n'est pas simple et heureusement qu'elle fluctue avec les époques parce que si on avait tout mis dans un carcan, eh bien, on ne pourrait presque plus aujourd'hui parler de la liberté d'expression. Et à ce titre, je voulais vous donner 3 exemples sur les enjeux de la liberté d'expression que l'on a vécu collectivement ou bien à titre personnel. Le premier exemple, c'est sur la loi sécurité globale. Vous avez vu aussi les débats qui ont fait rage sur le fameux article 24, où finalement, par le biais de la loi qui encadre le droit de presse, on voulait effectivement limiter les attaques aux forces de l'ordre sur les réseaux sociaux en interdisant j'allais dire, la cabale contre les policiers ou les gendarmes ou les représentants des forces de l'ordre ou de toute autre personne publique. Et en fait, on voyait bien la limite dans le débat public, cette fois, c'est même pas en droit, de l'articulation et du symbole. On a bien senti, et d'ailleurs il y a eu des manifestations, etc., que finalement l'articuler avec le droit de la presse, c'était d'abord une pente glissante, certainement une erreur de rédaction de la loi, ça c'est certain, puisqu'on l'a écrit finalement autrement, ou là où on cherchait à protéger certains citoyens d'une liberté trop forte d'autres qui les attaquaient, eh bien, on se retrouve à côté de la plaque par rapport à l'ambition initiale et avec tout un pan de la population française, notamment la presse, qui a estimé qu'on attaquait leurs propres droits. Ce qui n'était pas ce qui était écrit dans le texte, mais la liberté d'expression, valeur constitutionnelle, écrit dans le marbre de la loi, c'est aussi de la défense passionnelle, c'est aussi du symbole. Et là, quand bien même la volonté initiale du texte n'était pas d'entamer
d'entamer la liberté de la presse, mais bien celle de protéger des citoyens par rapport à d'autres qui ne sont pas en fait des journalistes, ça n'a pas marché. Donc, fort de cela, ça a été réécrit avec le Sénat et puis en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour finalement créer le délit de la diffusion malveillante en créant ce qu'on a appelé, pour donner les termes exacts, c'est pour ça que je cherchais sur ma feuille, on a créé en droit, dans cette commission mixte paritaire et donc dans la loi sécurité globale, la provocation à l'identification, de façon à cibler ceux qui voulaient nommer tel ou tel agent des forces de l'ordre pour leur faire du mal, sans s'appuyer sur le droit de la presse, de façon à séparer les deux objets et à être plus clair. Donc, vous voyez, c'était un premier exercice très intéressant où on voit que la force du symbole, la force aussi de l'expression publique des Français compte dans la façon dont on rédige la loi. Un deuxième exemple, et j'imagine que vous allez y revenir, vous aurez peut-être des questions évidemment sur le tragique attentat contre Samuel Paty, qui est absolument terrible, qui a les mêmes sources que l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est-à-dire parler des caricatures de Mohamed. Et là, on arrive dans... alors, souvent, on veut nous faire venir sur les enjeux avec un débat autour du blasphème, alors que la France n'a jamais, et je pense ne cadrera jamais, le droit... le délit de blasphème n'existe pas et pour l'instant, notre majorité ne compte absolument pas y donner suite. Mais on voit bien là l'enjeu de comment l'autre peut se sentir agressé par l'expression et la liberté d'expression de quelqu'un d'autre. Donc, là aussi, on voit bien les limites de l'exercice et Samuel Paty en a payé de sa vie, alors même que, et c'est là le cynisme des terroristes, il était celui qui portait la liberté d'expression. Donc, cette violence-là d'un rapport à l'autre est assez tragique. Ce qu'il faut rajouter quand même dans l'enjeu dans le terrorisme contre Charlie Hebdo ou contre Samuel Paty, c'est qu'au-delà, on transcende l'enjeu de la liberté d'expression. Il y a derrière cela une revendication politique, islamiste, radicale, où on veut justement défaire les valeurs et le droit français pour instaurer un autre système qui serait celui, pour faire court, de la charia, où on n'a pas le droit de blasphémer, où les femmes sont inférieures à l'homme, ou etc., etc. Donc, tout ce que porte le fanatisme islamiste. Donc, ça, c'est encore autre chose, parce qu'on voit bien que, comme la laïcité, des valeurs républicaines, la liberté d'expression, la laïcité, donc, sont instrumentalisées à des fins politiques pour changer les valeurs et les régimes français. Donc, ça, c'était le deuxième exemple. Et puis, troisième exemple que j'ai vécu dans ma chair et qui est beaucoup plus terre à terre, mais tout aussi puissant et symbolique à mon sens, lors de la campagne municipale de Grenoble. Puisque j'étais tête de liste à Grenoble, cette campagne a été extrêmement violente. Moi, je suis députée La République En Marche, donc, et la campagne municipale a commencé dans une période où il y avait une forte contestation des Gilets jaunes, ça ne vous aura pas échappé, puis une forte contestation du projet de loi sur la retraite, ça non plus, ça ne vous aura pas échappé, et arrive là-dessus la campagne municipale. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de tensions chez les Français et qui se sont exprimées avec beaucoup de violence, notamment dans la suite des fameux samedis des Gilets jaunes, où tout s'est cristallisé. Et moi, en tant que députée La République En Marche, tête de liste à Grenoble, on n'est pas beaucoup d'élus locaux ou d'élus nationaux sur le territoire français, La République En Marche, puisque de fait, on est un tout jeune parti. Donc, individuellement, personnellement, on a tendance à cristalliser les combats en local, puisque ce n'est pas un parti en local avec 10, 15, 20, 30 élus. Des députés La République En Marche à Grenoble, il n'y en a que 2. Voilà. Il n'y a pas d'élus locaux, il n'y a que 2 députés. Donc, moi, étant candidate, j'ai été la cible de beaucoup, beaucoup d'attaques. Mais les attaques politiques, vous savez, j'ai la carapace dure, donc tout va bien. Quand ça reste des débats politiques et des attaques politiques, on gère. Là, on sent bien que dans ces municipales, il y a un cran qui a été, une ligne qui a été franchie et des crans ont été successivement passés. Moi, je me suis quand même retrouvée avec mes tracts de campagne brûlés. Et ce n'est pas anodin cet exemple parce que, rappelez-vous, qui a brûlé les livres? Les nazis. Qui a brûlé les livres avant dans l'histoire? Eh bien, le clergé contre la liberté d'instruire et les Lumières. Donc, si vous voulez, il y avait dans ce symbole-là de brûler des tracts, alors que j'étais en pleine campagne politique et que
et que je faisais simplement une campagne pour défendre mes idées et mon programme, on a brûlé des tracts. Ce symbole-là est extrêmement violent. Et le deuxième symbole très violent qui montre à quel point on est aussi dans une société qui à la fois revendique d'un côté la liberté d'expression, mais lorsqu'on n'est pas d'accord, on veut empêcher l'autre de parler. Et typiquement, lorsque j'ai voulu présenter mon programme municipal à l'Office du tourisme, il y a eu une manifestation d'à peu près 70 personnes. Je rappelle qu'il y a 450 000 habitants dans la métropole grenobloise, 70 personnes, dont des conseillers municipaux, dont des conseillers élus de la République municipaux, qui sont venus manifester en bas de la salle pour empêcher les gens de rentrer et d'assister à la réunion de présentation de mon programme. Donc, ce n'était même pas une réunion contre eux, c'était une réunion pour mes idées. Et là, ils ont voulu l'empêcher. Ça a fini comment? Très violemment. L'intervention des CRS, gaz lacrymogène, etc. Enfin, le truc inimaginable dans une simple campagne politique municipale où je ne fais que présenter mon programme. Mes colistiers, où il y avait plus de 200 personnes, 250 personnes, peu importe. Mais voilà, donc si vous voulez, et ce sont les mêmes qui nous font le procès sur sécurité globale, j'allais dire, d'attaquer la liberté d'expression, qui manifestent contre moi sur le fait que je ne devrais pas avoir à être candidate. D'ailleurs, de quel droit ils affirment cela? Donc, vous voyez, c'est la liberté d'expression et le prétexte, en réalité, à beaucoup, beaucoup de stratégies politiques, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est à manipuler avec des pincettes. Et le droit est aujourd'hui clair. Je vous ai donné les interdits de la loi. Le reste est autorisé. J'ai le droit de présenter mon projet politique. On a le droit de critiquer les caricatures de Mohamed et on a le devoir, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, de protéger les agents publics qui étaient jusqu'alors très attaqués sur les réseaux sociaux pour leur faire du mal parce que juste parce qu'ils sont gendarmes ou policiers. Du coup, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, donc particulièrement au début de la question, qui était sur l'anonymat dans les réseaux sociaux. Et quand on voit qu'aujourd'hui, alors au-delà des scandales comme Cambridge Analytica qu'il y a eu suite au Brexit ou à l'élection de Donald Trump, on voit qu'il y a quand même, enfin justement, c'est la question que l'on aimerait vous poser. Comment est-ce que vous arrivez à dialoguer avec ces institutions telles que Twitter, Facebook, qui sont des groupes internationaux et très puissants? Comment est-ce que, en tant que député au Sénat, en tout cas dans les organes administratifs, vous arrivez à créer une forme de dialogue sur les questions de l'anonymat qui sont quand même centrales dans la réussite de ces réseaux sociaux? Comment est-ce que le débat arrive à se mener? Est-ce que vous avez beaucoup de réticences, j'imagine? Ou est-ce qu'il y a une forme d'ouverture du côté de ces plateformes? Alors effectivement, lorsque Laetitia Avia, ma collègue, a porté son projet de loi, elle a des auditions. Et en fait, par nature et par usage, on ne refuse jamais une audition à un parlementaire. Donc, elle est responsable du texte, elle a créé son texte. Donc, elle a auditionné évidemment tous les GAFA. Voilà, on ne va pas se raconter l'histoire. Donc, Twitter, Facebook, qu'elle a rencontré très régulièrement. Avec ma collègue d'ailleurs de l'Isère, Caroline Abadi. Elles étaient toutes les deux. Laetitia était rapporteure et Caroline était responsable de texte. Et donc, elles les ont rencontrées. Et en fait, globalement, il y a une certaine... il y a deux choses. D'abord, il y a toujours, en plus ces deux femmes, pour ne rien vous cacher, une certaine condescendance à l'endroit de parlementaires femmes qui posent des questions et qui veulent limiter l'action d'entreprises internationales et hyper puissantes, ne nous le cachons pas. Donc d'abord un sentiment de mépris ou d'être pris un peu de haut. Et puis ensuite, le débat s'installe en se rendant compte qu'elles sont quand même plutôt aguerries sur le sujet, que le débat est sérieux et que la France, parce qu'on parle de la France, sixième puissance mondiale, décide qu'à un moment, il faut intervenir et que c'est la majorité qui le porte avec le gouvernement, ça commence à devenir sérieux. Donc, il y a une deuxième phase où les choses sont plus sérieuses et où on arrive à faire accepter un certain nombre de choses. Pour autant, je peux vous garantir que ces acteurs n'étaient pas d'accord avec l'ensemble du texte de loi. Mais encore une fois, on n'auditionne pas des acteurs pour être toujours d'accord avec eux. On les auditionne pour entendre leur point de vue, pour débattre et comprendre l'opérationnalité des dispositifs que l'on est en train d'écrire dans la loi. Mais pour autant, on peut aussi voter des lois
qui vont les contraindre. Et c'était ça l'objectif de ma collègue Avia et de notre groupe. Mais encore une fois, le Conseil constitutionnel a estimé, lui, que ça allait trop loin par rapport à la liberté d'expression et donc l'enjeu de l'anonymat. Merci beaucoup pour votre réponse, justement. Et je voulais revenir justement sur l'aspect tout à l'heure de la cohésion sociale qu'on a déjà évoqué. Pour vous, pensez-vous que la liberté d'expression peut devenir une menace pour cette cohésion sociale? Je ne sais pas si la réponse est évidente parce que oui et non. Non, parce que la cohésion vient aussi des valeurs de la France et donc de la liberté d'expression et du bien-être que l'on a à vivre ensemble et à débattre. Et à la fois non, parce que lorsqu'elle est trop souvent piétinée, cette liberté d'expression avec, je le disais tout à l'heure, hein, les outrages, les insultes, etc., là, on n'est plus dans le débat, voyez-vous. La démocratie et la liberté d'expression, c'est donner son point de vue. C'est pas attaquer l'autre. Il y a quand même là une limite. Et trop souvent, ces limites sont franchies. Et d'ailleurs, on ne peut que regretter, et je crois que là-dessus, la justice devrait être plus ferme, que les condamnations soient si faibles lorsqu'il y a matériellement la preuve de diffamation, la preuve d'insulte, d'injure, où finalement on se retrouve avec des décisions de justice qui vont être un rappel à l'ordre ou une condamnation mineure, voire rien du tout. Donc, si vous voulez, moi je crois que il y a des débordements qui s'accélèrent aujourd'hui sur l'utilisation de la liberté d'expression. C'est un fait. Je l'ai vécu dans ma chair. Voilà, je le vois. Et je crois que la solution pourrait venir quand même de la fermeté des décisions de justice. La loi est claire sur ce que l'on ne peut pas faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il faut que les sanctions soient plus fermes pour que les choses, j'allais dire, soient recadrées de façon à continuer à débattre librement tous ensemble. D'accord. Bah oui, oui. Mais justement, cette liberté d'expression risque-t-elle pas encore d'évoluer en France, puisque bah, du coup, elle a évolué au cours de l'histoire? Et si oui, dans quel sens pensez-vous qu'elle peut évoluer? Encore une fois, bien sûr qu'elle va évoluer, et heureusement, puisque les temps changent et que les choses doivent rester souples pour s'adapter et faire vivre le débat démocratique. En revanche, je crois qu'on devrait travailler à l'application des sanctions. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire une loi, parce que les sanctions existent dans le code, dans la loi, mais qu'elles soient appliquées plus fermement pour qu'on pose les limites de ce débat démocratique. Un débat, et on le voit à l'Assemblée nationale, c'est très codifié, le débat. Ce n'est pas la foire d'empoigne. On ne s'insulte pas, on ne se coupe pas la parole. Voilà. Alors, ça arrive parfois, mais c'est anecdotique par rapport aux milliers d'heures de débats qui ont lieu. Et ça, je crois que la justice et la loi doivent en être le garant. Mais la loi, elle existe. Donc maintenant, il faut la faire appliquer plus rigoureusement lorsque ce cadre républicain du débat n'est pas respecté et lorsqu'on insulte l'autre, lorsqu'on ne respecte pas la parole de l'autre. Et même si, du coup, vous avez répondu sur l'évolution dans la loi, mais est-ce que justement les attaques terroristes peuvent-ils vraiment causer une évolution dans les mœurs justement de cette liberté d'expression avec des personnes peut-être qui oseraient moins s'exposer, moins s'exprimer, que ce soit du coup les journalistes, les caricaturistes ou même des personnes politiques? Bien sûr, mais vous avez raison parce que c'est un risque. C'est un risque parce que la violence ultime de l'acte terroriste fait peur. C'est d'ailleurs tout son sujet. Le terrorisme, c'est faire peur par la violence et empêcher d'être libre. C'est ça le terrorisme, la nature, l'étymologie du terrorisme. Donc, quelque part, si chacun a peur et restreint l'expression de ses convictions, le terrorisme a gagné. Le terrorisme a gagné. Donc, il faut absolument combattre la peur, il faut absolument combattre cette forme de terreur, alors qui est évidemment voilà, à son maximum lorsqu'il y a un attentat et des morts, mais qui commence très vite par des menaces, par des insultes, par le fait de dire que lorsqu'on parle par exemple de la misogynie, de la doxa islamiste radicale,
on est traité d'islamophobe, on est traité de raciste. Voilà. Vous voyez, tout ça qui sont des insultes ou de la diffamation, donc ça rentre dans le cadre de la loi, et qui donc sont fausses parce qu'on combat, parce que ces gens-là politiquement combattent une opinion qui n'est pas la leur. Mais ils le font pas dans les règles. Donc, et du coup, on détourne toujours les sujets pour ne pas aller à l'essentiel et discuter du fond. Donc, si vous voulez, c'est insidieux. Et ça, moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas avoir peur. Je fais partie de ceux qui assument leurs propos et qui revendiquent la liberté d'expression. Alors même que moi-même, j'ai été empêchée et moi-même, je veux aussi protéger, dans la loi sécurité globale, des agents, les forces de sécurité qui ne méritent pas qu'on les montre du doigt, qu'on les désigne et qu'ils risquent leur peau pour simplement défendre les valeurs de la République. Pour rester dans cette thématique, on aimerait vous poser une question sur la question de l'ingérence internationale qui semble être aujourd'hui de plus en plus problématique, et particulièrement dans le cas de la France, qui tient donc une position très forte derrière le président Emmanuel Macron, par exemple lors de son discours des Mureaux, qui ont créé des réactions, on l'a vu dans le monde arabe avec des boycotts, mais aussi lors de déclarations qui ont été reprises par le New York Times aux États-Unis. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les incompréhensions à l'extérieur du territoire peuvent avoir un impact à l'intérieur. Comment vous voyez la sortie de cette crise, en quelque sorte, des ingérences internationales? Est-ce que vous pensez que ça va devenir de plus en plus un problème dans le cadre de la liberté d'expression comme elle est évoquée en France? C'est une question compliquée, mais l'ingérence des pays étrangers dans les élections n'est pas nouvelle. Je crois qu'il ne faut pas se raconter l'histoire. C'est juste qu'elle se voit plus parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Mais globalement, il y a toujours eu, depuis que la mondialisation existe et qu'on est très bien informé de ce qui se passe dans les autres pays, il y a toujours eu des tentatives d'interférence, des soutiens un peu obscurs. Voilà. Ça, je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise. Mais là, ça se voit beaucoup plus parce que les réseaux sociaux ont permis de déployer des armées de c'est de quoi je parle, qui vont faire lancer une rumeur ou faire un buzz très organisé contre tel ou tel candidat, à défaut de le faire pour un candidat, ce qui serait peut-être un peu plus vertueux, mais c'est comme ça, on est souvent contre lorsqu'on fait de l'ingérence. Et je ne crois pas que la solution passe par le fait que on va mettre fin à l'ingérence. Je pense que c'est quelque part un vœu pieux. Par contre, il y a deux niveaux sur lesquels on peut intervenir. D'abord, en ayant un propos clair à l'international sur les valeurs que porte la France, sur les valeurs qu'elle porte aussi au sein de l'Europe, et donc les valeurs de l'Europe qui ne sont pas les mêmes que celles des États-Unis, de la Chine ou d'autres continents ou d'autres pays ou structures organisationnelles internationales, qui sont celles propres à la France. Ça ne veut pas dire qu'elles s'opposent toutes, mais ça veut dire que la France et l'Europe portent ces valeurs. Donc, elle doit avoir d'abord un discours clair. De l'autre côté, parce que l'ingérence est accélérée par les réseaux sociaux, il faut absolument encadrer les réseaux sociaux. Il faut encadrer aussi les financements de campagne. On a bien vu aux États-Unis, les choses sont quand même bien moins claires et transparentes qu'en France sur le financement des campagnes présidentielles, par exemple. En France, tout est encadré, on dépose des comptes de campagne, on sait qui a financé, c'est public pour une campagne présidentielle. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus obscur. Voilà. Donc, au-delà des procès retentissants qu'il y a pu avoir en France, il faut bien avoir en tête quand même et se rappeler un peu à tout le monde qu'en France, il y a quand même beaucoup de transparence sur le financement politique, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays du monde. Donc, il faut être clair dans nos propos et nos valeurs et ce que l'on défend à l'étranger, vis-à-vis de l'étranger, dans nos interventions publiques, et se donner les moyens de combattre le fléau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à la fois un outil formidable et en même temps quelque chose qui est très perverti. Vous savez, c'est comme un couteau. Un couteau, ça peut couper de la viande et être tout à fait banal, mais ça peut aussi tuer. Donc, un outil, en soi, n'est pas bon ou mauvais. Ça dépend ce que l'on en fait. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que Twitter et Facebook, c'est des démons. Non, c'est quel usage vous, moi, chacun d'entre nous en font.
qui rend l'outil bon ou mauvais. Et au départ, là où Facebook et Twitter étaient finalement des innovations de communication, d'échange, etc., devient petit à petit des outils de propagande délétère, d'insultes. Voilà, c'est ça le sujet. D'ailleurs, beaucoup plus Twitter que Facebook à ce stade. Mais voilà. Donc, et là, je ne parle que du volet liberté d'expression, parce qu'il y a aussi après la protection de la vie privée, l'intrusion dans la vie privée, la diffusion des données. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Donc, moi, je ne crois pas que l'ingérence va s'arrêter d'un coup de baguette magique. Je crois qu'il y a des moyens de le réguler. Et puis, c'est des rapports de force géopolitiques. On a Emmanuel Macron aujourd'hui comme président de la République qui, sur la scène internationale, est particulièrement puissant dans son rapport avec les autres États au sein de l'Europe. Donc, la France en bénéficie, et heureusement, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, avoir un président de la République demain qui serait uniquement tourné sur la situation intérieure et les sujets intérieurs, eh bien, perdrait complètement la maîtrise des enjeux géopolitiques, géostratégiques et justement de ces enjeux d'ingérence. Donc, croire qu'en se repliant sur nous-mêmes pour monter des murs à la fois symboliques, numériques ou même physiques, regardez Donald Trump, il voulait construire un mur, n'empêchera jamais l'ingérence internationale. Aujourd'hui, le monde est mondialisé. Enfin, toutes nos affaires, qu'elles soient politiques, économiques, sont mondialisées. Donc, de deux choses l'une, soit on fait comme l'extrême gauche et on dit on est contre la mondialisation et du coup on est anti-système. Et la réponse, c'est quoi depuis la France? Pas grand-chose. Parce que si vous êtes contre la mondialisation à l'échelle française et que vous êtes président de la France, président de la République en France, et que vous êtes contre la mondialisation, bon courage pour faire changer le monde. Il faut au moins, du coup, avoir la majorité en Europe. Sinon, ça ne marche pas. Donc, nous, le parti pris, moi, ce en quoi je crois, en tout cas, et là, c'est un avis politique, vous l'avez bien vu, c'est que la mondialisation est là, il ne faut pas la nier, il ne faut pas forcément la combattre d'un point de vue principiel. Par contre, il faut l'encadrer et il faut prendre sa place et créer le rapport de force favorable à la France. C'est ça que fait Emmanuel Macron. C'est ça qui est très intéressant dans sa politique extérieure. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, que ce soit sur la dernière question ou tout au long de l'interview. Donc là, on arrive au bout de 30 minutes, donc à la fin de notre interview. Donc, j'aimerais vous remercier, Madame Émilie Chalas, pour avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur cette notion de liberté d'expression de nos jours et sur la vision du monde politique, justement, sur cette liberté d'expression. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce Débattons-en. Si vous avez plus de questions, rendez-vous sur la page Facebook J'aime en débat et également sur notre site Internet. Merci et à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à vous beaucoup. aussi, merci. Au revoir.